Bernard Elaïc, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire et vous avez écrit un livre témoignage sur le calvaire vécu par votre fille durant près de 9 ans, évidemment, calvaire vécu par toute sa famille. La vérité pour ma fille, quand l'erreur médicale est étouffée par l'hôpital et la justice, c'est aux éditions Michalon. Alors quand vous avez terminé l'écriture de ce livre, votre fille était encore en vie dans un coma végétatif, elle est morte depuis. Tout a commencé le 14 mars 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le vendredi 14 mars 2008, ma fille est prise de violents maux de tête, ce qu'ils appelaient une céphalée intense et brutale, que certains appellent même un coup de tonnerre dans un ciel serein. Affolée, elle se rend chez son voisin, un ancien chef de clinique de l'hôpital Bichat, qui comprend immédiatement l'urgence et la conduit dans cet hôpital, justement au service des urgences. Et tout en conduisant, il appelle le service de radiologie afin que l'on prépare le scanner. Elle venait d'accoucher, c'est important de le préciser. Exactement, elle venait d'accoucher de son 4e enfant. Et je dois dire aussi qu'elle n'avait jamais eu la moindre maladie. Immédiatement, un scanner sans injection est réalisé. Scanner simple. On a pu un scanner avec injection, une ponction lombaire et aussi une analyse de sang, une analyse médicale. Ces examens ne montrent rien? Tout à fait. Ces examens étaient tout à fait négatifs et ils décident de la garder en observation. Lorsque nous quittons l'hôpital vers 3 h du matin, nous étions tout à fait confiants. Le lendemain, donc le samedi 15 mars, est pratiquée une IRM. Qui est l'examen de référence pour voir s'il y a un éventuel accident vasculaire cérébral. Tout à fait. Et parfois, des hémorragies ne sont pas visibles au scanner et le sont sur l'IRM. Mon épouse et la sœur jumelle de Carole, c'est-à-dire Sandy, arrivent très tôt à l'hôpital. Et puis, dans la matinée, le docteur Slaoui, qui est le neurologue senior de ce jour-là, dit à ma fille, votre l'IRM ne montre rien, vous pouvez rentrer chez vous. Elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Elle se repose. Tout à fait. Mais quelques heures plus tard... Le lundi matin. On l'appelle. Le lundi matin, donc le lundi 17 mars 2008, mon épouse se trouve auprès de Carole vers 9 h du matin et le docteur Slaoui appelle ma fille et lui dit « Écoutez, nous pensons que vous avez une angiopathie postérieure, nous ne voulons pas vous laisser ainsi dans la nature, on vous demande de revenir pour faire un examen complémentaire, en fait, une artériographie. » C'est-à-dire une maladie du vaisseau au niveau du cerveau. Exactement. Voilà. D'accord. Et donc, elle se rend par ses propres moyens? Alors, tout à fait. Il fallait attendre la nounou. Elle voulait aussi se renseigner. Elle prend sa voiture, sa mère à côté. Elle se rend, elle se rend donc à l'hôpital Bichat. Il est déjà midi bien passé. Elle doit refaire l'admission et monter dans sa chambre, une chambre qui lui était réservée. On la prépare pour l'artériographie et les céphalées reprennent, des céphalées de plus en plus terribles et l'hémorragie, une hémorragie cataclysmique, la plonge dans un coma immédiat duquel elle ne se réveillera plus jamais. Une hémorragie massive effectivement du cerveau. Qu'est-ce que vous ont dit à ce moment-là les médecins? Le diagnostic tombe. Angiopathie du postpartum et hémorragie cérébro-méningée. On traduit, c'est donc une maladie des vaisseaux suite à l'accouchement, mais qui souvent est une maladie bénigne et réversible. Tout à fait. Hémorragie méningée, donc c'est une très grosse hémorragie au niveau des méninges qui est souvent dramatique. Et justement, j'appelle tous mes amis pour savoir ce qu'était cette maladie. Et tout le monde me dit, nous ne connaissons pas cette maladie. Cette maladie est méconnue et très rare, et la complication est encore plus rare. Mais lorsque je me rends sur Internet, la première phrase qui arrive sur mon écran, c'est « céphalée du postpartum, attention, danger ». Et je me rappelle les paroles de mon épouse. Elle ne cessait de dire au médecin « Docteur, ma fille vient d'accoucher, vous ne croyez pas que cela a un rapport ?» Et le médecin de répondre « Mais non, madame, tout cela, ça n'est que du stress. » Il y a plus un lien en plus avec la péridurale éventuellement, qui avait été faite lors de l'accouchement, mais pas avec cette possible maladie. Voilà. Vous demandez à quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, vous demandez à rencontrer les médecins du service pour comprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous n'êtes pas encore plongé dans tout le dossier médical, vous n'avez pas encore mené votre enquête, et vous êtes prêt à entendre que c'était inéluctable. Voilà. Mon épouse avait retrouvé le numéro de téléphone du docteur Slaoui. Et elle appelle et lui demande de le rencontrer juste pour savoir, comme ça. Pour savoir, pour parler de Carole, des derniers moments de Carole. Et il avait un peu hésité. Puis
quelques jours après, il me donne rendez-vous dans le bureau du professeur Casalino. Qui est le chef de service des urgences de Bichat. Voilà. Et nous parlons de Carole, et à notre stupeur, il éclate en sanglots. Et nous avons pris tout cela pour de l'émotion. Mais par la suite, nous avons compris que c'était au-delà de l'émotion. Qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à lancer la machine judiciaire? 9 mois plus tard, alors que j'avais fait le tour des hôpitaux pour comprendre pourquoi ma fille, qui a eu une maladie somme toute bénigne et réversible, a eu une complication aussi grave. J'étais à mon cabinet, j'exerçais à l'époque avec un ami médecin interniste, arrive sur mon fax, parce qu'il ne cessait de demander à l'hôpital Bichat des examens, arrive sur mon fax le compte-rendu d'hospitalisation et les comptes-rendus scanner et IRM De votre fille. de ma fille. Pendant ce week-end, notre stupeur fut à la hauteur de ce que nous avons découvert. Nous avons découvert qu'alors que le risque hémorragique n'était pas supprimé, on lui avait administré en perfusion du prophénite. Pour calmer les douleurs. Hein. Et ce qui est complètement contre-indiqué. Totalement contre-indiqué en cas d'hémorragie cérébrale. Et le prophénite, c'était pour calmer les douleurs, pour calmer les céphalées. Mais le prophénite a des phénomènes secondaires, hein, d'anti-agrégants plaquettaires. Nous découvrons aussi que le docteur Isabelle Klein avait parfaitement établi au cours de l'IRM du samedi 15 mars la maladie de ma fille, et pourtant le docteur Slaoui l'a laissé sortir donc avec une pathologie neurovasculaire et déjà une hémorragie méningée. Aujourd'hui, vous en êtes où de la démarche de juridique. votre parcours? Nous avons alors déposé plainte. Cette plainte fut reçue par le juge Anne-Marie Bello, qui demande une expertise confiée d'abord au professeur Thiebaud et Proust, puis les professeurs Hoc et Picard. Tous ces médecins ont trouvé tout normal. Ils ont trouvé normal que l'on perfuse du prophénite. Ils ont trouvé normal que le docteur Slaoui n'ait pas su interpréter l'IRM parce que, disait-il, ce sont des lésions difficiles à interpréter dans une lecture rapide. Ce qui veut dire que ma fille, qui présentait les signes d'une maladie potentiellement grave, n'a eu droit qu'à une lecture rapide. Ils ont trouvé normal aussi qu'on la rappelle le lundi pour un examen, somme toute, qui n'avait aucun intérêt, voire était contre-indiqué. Bien sûr, ils n'ont posé aucune question sur le parlodel et ils n'ont posé aucune question sur l'identité du médecin qui a réalisé cette IRM. Mais est-ce qu'il y a encore un espoir pour vous? Préciser quand même, le parlodel, c'est ce qui empêche la montée de lait et qui effectivement a aussi des effets qui peuvent s'accumuler. Aujourd'hui, est-ce que votre plainte a encore une chance d'aboutir ou tout est bloqué et définitivement? Les choses ont changé lorsque madame le juge Emmanuel Robinson a pris la suite des juges précédents qui avaient malgré tout obtenu la mise en examen de l'hôpital. La juge Robinson nous avait reçus dans son bureau pendant plus de 6 heures, où j'ai pu expliquer les fautes des médecins que nous accusons, mais aussi les mensonges des experts que nous incriminons. Et pourtant, cela n'a servi strictement à rien. Tout ce que nous avions dit, toutes les pièces que nous avions produites n'ont servi à rien, comme si son seul objectif était de ne pas traduire les médecins devant un tribunal pénal. Elle a même, je dirais même plus, elle a accepté l'histoire ridicule, rocambolesque, mensongère de Maître Chabert, l'avocat de l'hôpital, comme quoi ce serait le docteur Slaoui qui seul aurait réalisé l'IRM le samedi 15 mars avec la manipulatrice qu'il connaissait bien, alors que 3 radiologues étaient présents au sein du service. Alors, c'est peut-être un peu compliqué pour les téléspectateurs qui n'ont pas tout suivi l'histoire de rentrer dans ces détails-là. On leur conseille d'aller lire votre livre qui reprend tout ça en détail et qui est fait aussi pour qu'en France, on fasse quelque chose pour qu'il y ait moins d'erreurs médicales, parce qu'il y en a plus de 10 000 par an, plus de 10 000 décès par an liés aux erreurs médicales. On suivra évidemment
la suite évidemment de si procès il y a, de savoir comment les fautes éventuellement sont déterminées. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, lisez, c'est une démonstration assez implacable. Bernard Elaïc, La vérité pour ma fille, quand l'erreur médicale est étouffée par l'hôpital et la justice, c'est aux éditions Michalon. Merci. Merci. Tout à l'heure, à 14h30, Allô Docteur, on va parler des bonnes